Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. Ils représentent 6% de la population mondiale. Les peuples autochtones sont à l'origine de la moitié de la diversité culturelle du monde. Malgré cette richesse, ils doivent faire face à des défis pour être reconnus, pour conserver leurs traditions, leur mode de vie et faire face à des inégalités. Qu'en est-il au pays? Nous en parlons ce soir à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones. C'est tout de suite. Une richesse culturelle confrontée à une toute autre réalité mondiale, spoliation, discrimination, inégalité. Et au pays, qu'en est-il? Tolita Nemia Bishop, formatrice à la retraite d'enseignante de langue et culture kanak et militante des droits autochtones. Et Ambroise Kamodji, éducateur spécialisé auprès de la protection judiciaire de la jeunesse, nous partagerons leurs ressentis. Nous aurons également des témoignages de jeunes durant cette émission. Et puis nous clôturerons cette édition avec Chavi et son quiz. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un peuple autochtone, Tolita Nemia Bishop? Alors, un peuple autochtone, il est défini d'abord sur 5 critères, 4 généralement, mais c'est vrai qu'il y a un 5e qui a été avéré récemment par les Nations Unies. Donc les 4 critères sont d'abord la reconnaissance d'une ancestralité. Donc ça veut dire qu'il se revendique, à l'heure d'aujourd'hui, il se revendique être le premier dans un territoire donné. C'est la première marque. La deuxième marque, ça concerne les langues et les cultures. Ils parlent une langue spécifique, ils ont une culture spécifique. Ils ont un système aussi politique spécifique, une conception du monde spécifique. C'est le troisième critère. Et enfin, l'idée qu'ils se revendiquent. Ils se revendiquent être un peuple autochtone, le peuple premier. Et le dernier point dont je vous parlais, qui est récent, c'est la reconnaissance, le point commun de tous les peuples autochtones, c'est la reconnaissance qu'il y a effectivement des situations de marginalisation dans tous les peuples autochtones et également de discrimination. Pour cela, dans plusieurs domaines de la société, plusieurs sphères, la santé, l'incarcération, l'enseignement, le système éducatif et aussi l'emploi. En Nouvelle-Calédonie, 111 860 personnes déclarent appartenir à la communauté kanak en 2019. C'est aussi 342 tribus sur l'ensemble du pays avec une population dont la moyenne d'âge est de 32 et 33 ans. Dans le monde, tous les peuples autochtones partagent une même lutte, comme vous disiez, la reconnaissance de leur identité culturelle. Ambroise Kamodji, est-ce que toi, en tant que Kanak, tu te sens aujourd'hui en accord avec ton identité dans cette société? Je me sens en accord personnellement parce que j'ai dû me réapproprier mon identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça que c'est grâce à l'éducation à la maison. C'est-à-dire que le fait que mon papa m'ait parlé, ma maman m'ait parlé, que j'ai eu la chance de grandir avec mes tontons maternels de Wailou, parce que mon papa il est de Saly, ma maman est de Wailou. C'est ça aussi ma chance, c'est que j'ai une maman du Nord. C'est-à-dire que je sortais de la tribu de Saint-Louis, puis j'ai grandi dans le Nord. C'est-à-dire qu'en restant dans ces environnements-là, j'ai grandi dans la coutume, j'ai vu les mariages, les deuils. Donc c'est ça qui a fait que quand on est un jeune Kanak, quand on grandit, nos vieux, ils nous parlent. Nos grands-pères, nos grands-mères, nos cousins, nos grands-frères. Mais quand tu grandissais, moi je fais partie de cette génération 86, je veux dire les années 90, les années 2000. Donc c'est le R&B, le rap, tout ça. C'est que nous on a grandi dans ça. C'est-à-dire que moi j'ai grandi dans Big Notorious, Tupac, le basket, tout ça. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je me cherchais dans mon identité. Mais ce côté de la coutume, j'avais toujours un contact avec. Grâce à les vacances que je passais chez la grand-mère, tout ça. Mais sinon, je n'étais pas attiré par la coutume. C'est-à-dire que moi, je suis un Piscamwadji, mais pour que je sache qui je suis, mon rôle et ma fonction et tout ça, mais c'est grâce à les paroles de ma grand-mère ou les paroles d'un tonton. Mais si tu n'as pas cette interaction-là ou si tu n'as pas cette éducation à la maison, c'est ça qui va faire que quand tu vas être adulte, tu vas être déconnecté de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société, elle est ce qu'elle est. Parce qu'on vit dans un système, il y a eu la colonisation, et aujourd'hui, on est toujours dans ce système où c'est la mondialisation, le capitalisme et tout ça. Mais pour qu'un jeune Kanak qui puisse vivre entre les deux, c'est-à-dire toujours en gardant sa culture Kanak, son identité Kanak, en essayant d'évoluer et s'insérer socialement aussi à travers le travail, tout ça, peu importe,
Mais il faut qu'il y ait cette base de l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux dire que je sais qui je suis, je sais où je vais, et je sais comment je vis aujourd'hui. Mais en quoi c'est important de garder cette culture kanak, cette culture kanak? Ben, c'est important parce que c'est un héritage qui vient de la nuit des temps. C'est-à-dire que quand on est ici, quand on ne sort pas du pays, eh ben, pour nous, c'est normal. C'est-à-dire qu'on est kanak, on est des kanak, on ne voit pas l'importance de ce que c'est d'être kanak. Et moi, j'ai eu la chance de faire des études à Toulouse par rapport à mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et quand je suis arrivé là-bas, on a fait la coutume avec l'école, tout ça. Et c'est quand on vivait en métropole, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a qu'un seul peuple kanak dans le monde entier. C'est-à-dire que nos valeurs, notre façon d'être, comme il dit, humilité, respect, les coutumes que nous on fait avec papa, maman, grand-père, 1er janvier, la façon comment on s'abaisse et la façon comment il y a l'interaction sociale entre nous, faire des cases, faire le feu dans la case, tout ça. Et puis nous, on a une belle nature autour de nous. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'avoir tout ça. Mais eux, en métropole, ils n'ont plus ça. Eux, ils vivent dans un système qui a évolué vers comment on dit, la mondialisation, le capitalisme. C'est-à-dire que moi, j'ai des potes de formation qui me disaient « Mais c'est impressionnant comment vous avez gardé le lien à la terre et puis votre façon d'être. » Parce que nous, on est un peuple qui est connecté avec l'esprit, puis on est connecté avec la terre. Et ça transpire au-delà de nous. Et c'est pourquoi c'est important, parce que moi je veux dire comme ça que ton identité c'est ton squelette. C'est-à-dire que si tu prends à la légère ça ou tu fais comme si ça n'existe pas, à un moment donné il y aura un manque, tu vas sentir. C'est pour ça que les gens après ils sont clivés, c'est-à-dire qu'ils vont dire comme ça, comme j'ai pas grandi dans la coutume, ben, je vais vivre comme les Blancs. Ouais, je vais vivre dans le système occidental. Où il y en a d'autres qui vont dire, moi je ne me reconnais pas dans le système occidental. C'est pour ça que je reste à la tribu, puis je reste en mode kanak pur, parce que ça ne me va pas. Et c'est ça là, c'est important, cette question d'identité, parce qu'on est en 21e. En fait, si les gens, surtout si tous les Kanaks qui se rendent bien compte, c'est que nous, on est au 21e siècle. On fait partie des derniers peuples dans la Terre. On a réussi à garder notre culture. Et ça, ce n'est pas tous les peuples. Aujourd'hui, il n'y a plus les Incas, les Mayas, tout ça. Mais nous, c'est depuis la nuit des temps jusqu'à là. Puis c'est une force, c'est une richesse, quoi. C'est une fierté. Voilà. Toleta Nemia Bishop, tu es militant des droits des peuples autochtones, ça je l'ai dit, et tu as dit tout à l'heure que la culture du peuple kanak n'est pas encore suffisamment prise en compte dans de nombreux domaines de la société. Tu nous as évoqué quelques exemples. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, donner des exemples un peu plus concrets? Oui, déjà par rapport à l'incarcération, phénomène commun pour tous les peuples autochtones, c'est que l'incarcération, la population majoritaire est la population autochtone. Et quand on voit en Calédonie, nous représentons, le peuple kanak représente quand même presque de 99% dans les prisons. Ça, c'est le premier fait. Ça veut dire qu'on a un problème de système juridique. Et le deuxième point, c'est l'enseignement. L'enseignement qui est très important, parce qu'il ne faut pas oublier, Nelson Mandela, il a dit, une nation qui est autonome, une nation qui réussit, c'est une nation qui a une bonne éducation. Donc ça veut dire que l'éducation, on doit avoir une politique d'éducation. Sauf qu'en Nouvelle-Calédonie, l'éducation, c'est vrai que depuis 2007 notamment, il y a des délibérations qui ont été adoptées par le Congrès pour permettre l'inclusion des langues kanak dans le système éducatif. Mais voilà, il y a un mais. Le mais, c'est que où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça a permis de faire réussir les enfants? Est-ce qu'on a un bilan? Voilà, c'est des questions. Et de toute façon, on voit que la déscolarisation précoce concerne encore cette population autochtone, c'est-à-dire les Kanaks, ici en Nouvelle-Calédonie. Le problème d'échec scolaire, ceux qui sont en décrochage scolaire, ce sont nos enfants. Là, j'ai posé la question à Ambroise un petit peu avant de commencer l'émission. Je demandais, est-ce qu'il y a que les Kanaks, est-ce qu'il y a d'autres, combien de populations, quel genre de population est concernée par le foyer éducatif? Et il me dit que la majorité, ce sont des enfants de chez nous. C'est pas normal. Mais comment on explique ça? Alors, c'est d'abord le manque de prise en compte de cette spécificité. Tout à l'heure, je parlais sur les critères. C'est qu'il y a une discrimination, une marginalisation. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est institutionnel.
Il y a besoin de rénover, de trouver des initiatives innovantes concernant une politique qui permet la prise en compte de cette culture, la prise en compte de ces valeurs qui sont propres à ces sociétés-là. Moi, je parle de la société kanak pour nous, ici en Nouvelle-Calédonie. Ça existe en Australie pour les aborigènes, ça existe pour les Maoris. Voilà, c'est un petit peu partout pour les Incas, pour les Amazoniens. Donc, en fait, on n'est pas les seuls sur la planète à être dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de prise en compte par les groupes de population, des cultures qui sont venus après. Après quoi? Après la conquête, après la colonisation, après la possession de ces territoires. Et il faut une réelle prise en compte. Qui dit réelle prise en compte dit résultat. On ne peut pas dire on a fait des progrès, c'est pas bon. Il faut dire on veut qu'il y ait une égalité des chances. On veut qu'il y ait une équité dans la réussite scolaire. Qu'il y ait plus de jeunes Kanaks aussi qui puissent intégrer, par exemple, le GPE a fait un constat, une observation, je crois qu'ils se sont aidés par le vice-rectorat, et ça concerne les résultats des enfants en classe générale, en terminale. Terminale générale, filière générale, ils sont en train... les Kanaks sont moins nombreux par rapport aux autres ethnies. Et ça, c'est pas normal. Mais justement, il y a eu les accords Matignon et l'accord de Nouméa. Il y a eu 35 ans de politique de rééquilibrage. Ça n'a pas résolu. Ça n'a pas permis de résoudre ces problèmes. Le constat est là. Je ne sais pas, je crois qu'il n'y a qu'en fermant les yeux qu'on ne verrait pas, mais le constat est là. Vous voyez, on parle de la délinquance routière, on parle des violences des jeunes sur... Ça concerne qui? Ça veut dire qu'on n'a pas fait un travail en amont. Moi, je parle de volonté politique. Pourquoi? Parce que ça, c'est institutionnel. Et certainement qu'il faut à un moment ne pas parler toujours de rentabilité économique. Il faudra aussi prendre en compte les valeurs humaines. Et surtout, comme disait tout à l'heure Ambroise, nous sommes l'un des seuls peuples dans le monde entier à pouvoir disposer des valeurs spécifiques, disposer d'une conception d'entraide dans la communauté, qui n'est pas qu'une famille monoculaire, c'est une famille élargie. Et c'est intéressant parce qu'on s'ouvre vers l'autre, intergénérationnel. Ça existe dans notre organisation, dans nos communautés, dans nos chefferies. Donc il faut valoriser tout ça. Et je sais que l'institution n'est pas la seule responsable. Il y a aussi d'abord la volonté politique. Qui dit volonté politique dit que c'est pas que le gouvernement local, parce qu'on sait que la manne financière, c'est pas nous. Donc il faut vraiment qu'il y ait un engagement, et aussi l'ONU, parce qu'on a la Déclaration des droits des peuples autochtones qui existe depuis 2007 et d'autres conventions et traités internationaux qui sont là pour soutenir ce travail de réparation de l'histoire. Je vais proposer d'écouter ce témoignage d'une jeune fille qui est plus jeune que toi, Ambroise. Elle est de l'IFO, elle s'appelle Wakele Signeou. Elle a 22 ans. Elle est étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédure en Corse. Elle était de passage à Nouméa. Écoutez. Je pense qu'au niveau du droit, il est reconnu, mais qu'il y a un certain décalage avec, je dirais, la vie de tous les jours, notamment sur les questions de recherche de travail ou de logement. Moi, c'est ce que j'ai constaté quand je suis partie de la Nouvelle-Calédonie, que quand je suis chez moi, sur mon île par exemple, je ne m'adapte pas, mais c'est quand je vais par exemple sur Nouméa, je dois par exemple m'adapter à la culture occidentale, on va dire, entre guillemets, et c'est une manière différente de la mienne. Et je pense que c'est ce qui est difficile pour les Kanaks ici, de s'adapter à la vie occidentale, on va dire. En Corse, je le vois pas du tout. C'est vraiment une autre vision de la société, on va dire. Le peuple corse, je dirais qu'il
que les Occidentaux qui viennent en Corse, c'est eux qui essayent de s'adapter. Et les Corses, ils sont vraiment fiers de leur culture, de leur histoire. Et ils le font partager, ils le font savoir, en tout cas qu'ils sont fiers de leur culture. Wakele, donc, elle remarque une forme de difficulté, et notamment cette adaptation, comme elle le dit, quand elle quitte son île pour Nouméa. Est-ce que tu partages son avis Oui, c'est ça. Ben, en fait, elle explique très bien. C'est-à-dire que pourquoi la Corse, ils ont cette fierté d'identité. Moi, j'ai été en Corse, j'étais à Bastia. Donc c'est vrai ça. Quand tu arrives là-bas, les Corses sont chez eux. C'est-à-dire que les autres, eux, ils disent le continent. Quand on parle de Paris, tout ça. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, eh ben voilà. C'est-à-dire que les gens qui vont là-bas, ben, ils s'adaptent. Et ils s'adaptent pourquoi? Parce que les Corses, ils ont su dans leur histoire et la façon comment ils se sont positionnés chez eux, mais ils ont marqué leur territoire. Nous, on le dit au quotidien. C'est-à-dire que quand quelqu'un de l'extérieur il vient et puis il essaie de nous rabaisser ou quoi que ce soit, nous, les jeunes Kanaks, on n'a pas peur de dire tiens, tu vas baisser d'un temps parce que ici, c'est pas chez toi ici. Mais après, l'accord de Nouméa, ça c'était bien. Parce que moi, j'avais 16 ans, 17 ans. Moi, j'étais au lycée à Nouba, j'étais en première. Puis on avait fait, nous, ce qui était bien à l'école à notre époque, on avait des cours d'éducation civique. Ça veut dire qu'on a 1 heure dans la semaine où on nous apprend c'est quoi la loi, c'est quoi la citoyenneté. Et on a fait l'accord de Nouméa, on a lu le préambule. Et moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est que quand je lis le préambule, je vois l'État français reconnaît, je paraphrase, mais en gros, c'est l'État français reconnaît le peuple kanak comme des êtres humains, comme un peuple qui a une culture, qui a une identité. C'est-à-dire que moi, quand je lis la première phrase du préambule, je me dis, c'est-à-dire qu'avant 1998, ils ne nous considéraient pas comme des êtres humains, comme un peuple. Et c'est là qu'après, avec toute l'histoire des vieux, de comment, moi je parle, parce qu'il y a l'histoire dans les livres, il y a l'histoire de la colonisation que nos vieux nous racontent. Moi je connais l'histoire de Djoubéa, comment ils ont fait la ville de Nouméa, comment ils ont tué mes vieux. C'est-à-dire que nous, quand nos papas ils nous parlent comme ça, et que tout fait le film, tout le puzzle, il commence à s'assembler dans ta tête. Et que là, tu commences à comprendre, tu te dis, oh, attends là. C'est-à-dire que nous, en fait, on est chez nous, on s'est fait coloniser, mais on ne nous considère pas. Il y a aussi le travail politique, mais je veux dire, parce que là, on peut entendre par rapport tout à l'heure au décrochage scolaire, tout ça, il y a des choses qui ont été faites au niveau de l'enseignement. Je vais intervenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'une organisation spécifique. Ça veut dire, par exemple, pour nous, ce sont nos chefferies, nos districts. Aujourd'hui, on a le Sénat coutumier aussi qui vient renforcer ce travail de terrain, on va dire, parce que c'est quand même les grands chefs, ils ne sont pas connus. Hein. Tu vas regarder les médias, on ne va pas parler de grand chef et tel, grand chef et tel. Cependant, nous le vivons. Il y a une responsabilité aussi de la part de ces organisations spécifiques, c'est-à-dire des chefferies, des clans, des familles élargies qui sont à l'intérieur des clans, des tribus. Nous, en Marais, on a 3 mots. La Panamenen qui veut dire à grande échelle de la maison. Et Gounamenen qui veut dire clan. Donc Gou, ça veut dire une partie de la maison. C'est-à-dire parfois, donc c'est important, ce sont des mots qui ont une portée organisationnelle, parce qu'elles permettent de définir justement l'importance d'un rôle, qu'il y a un rôle à jouer à l'intérieur de ces organisations. Sauf que moi je pense qu'à un moment, on a délaissé un peu la responsabilité de nos chefferies. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des chefferies qui bougent. Je pense à Lifou, notamment, même à Marais, je crois aussi en Grande Terre, ça bouge, à Canala, ça bouge. Mais il faut renforcer. Il faut renforcer parce qu'on ne peut pas être désassisté. On nous dit que souvent, nous attendons de l'État, nous attendons des institutions. Non, on est acteur de notre propre émancipation. Donc, qui dit acteur dit ton statut social. Et notre statut social, c'est nos chefferies. Moi, je ne dis pas que je suis enseignante. Dans le quotidien de ma vie, je suis une finémia, je suis mariée bishop. Voilà. Donc, je m'identifie par rapport à mon clan, par rapport à... Voyez. Donc, c'est important que cette identification, elle prenne toute sa place dans l'action. Écoutez ce dernier témoignage, il s'agit de Wilson Simons, il a 19 ans. C'est un jeune golfeur maori de passage au pays présent pour une compétition sportive. Il nous parle de son ressenti en tant que jeune maori et notamment de sa scolarité en Nouvelle-Zélande et vous verrez que cette problématique n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie. Ko Tongariro te maunga, ko Taupo te moana, ko Tuwhare tō te iwi, ko Wilson Simons ahau.
Kia ora, my name is Wilson and I'm 18 years old and I live in New Zealand, Taupo. I had a good experience, but I know that a lot of Māori students had a lot of problems at school, being treated differently from the teachers, not knowing as much information about learning and just everything about school. I was lucky enough to have my dad, who's Māori, and my mum, who's a teacher. She's Pākehā. She understands the system very well, so she could help me get the right teachers and understand what subjects I should be in to get me on the correct path, which a lot of Māori students and lower decile school students didn't have the opportunity to do because their parents didn't understand the school system and they just didn't get as much opportunities that I got to do. I'm very open about being Māori. I just recently got my tattoo, which is a tāmoka, which is a tribal tattoo. So I'm very open about it, but I know that there are a lot of people that are shy and won't stand up for themselves in situations like I had in school. Alors, on arrive vraiment à la fin de cette émission. Juste peut-être une dernière intervention, parce que là je comprends qu'il y a un décalage entre l'éducation que l'on reçoit, l'héritage culturel que l'on reçoit et peut-être la société dans laquelle on vit. Oui. C'est bien ça. Oui, ce que l'on peut retenir du coup de cette émission. Déjà pour l'interview, c'est flagrant quand il dit que je suis métisse, que j'ai l'avantage d'avoir une maman qui est dans le système éducatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une discrimination réelle dans le système qui fait que seulement une partie de la population, en gros, ce système éducatif il a été conçu pour une partie de la population et pas pour toute la population. C'est pour ça que c'est réel pour les Maoris, c'est réel pour nous les Kanaks, c'est réel pour les aborigènes, c'est réel pour tous les peuples autochtones. À partir du moment où on ne leur a pas donné... D'abord, on ne les écoute pas, c'est la première chose. Deuxième, c'est qu'il faut les faire intégrer, il faut leur donner aussi la possibilité d'innover, parce que l'innovation, c'est pas seulement pour les intellectuels, c'est pas seulement pour ceux qui sont dans le système. Je donne un exemple. Ici, on va appeler un scientifique pour l'environnement, on va lui demander son avis, c'est très bien. Et nous, on a des vieux qui connaissent bien les problèmes des problèmes climatiques, comment nos vieux ont résolu la situation lorsqu'il y avait des catastrophes naturelles. On leur demande pas. Mais en fait, quand on revoit les solutions qu'ils ont données, ils ont été chercher chez nos vieux, ils ont été chercher chez les Incas, ils sont allés chercher. Vous voyez? Donc en fait, on perd du temps. On perd du temps. Pourquoi pas aujourd'hui mettre sur la table nos savoirs spécifiques, savoir que l'Occident nous donne, parce que c'est aussi utile pour comprendre la mondialisation. Mais que nous avons besoin d'être reconnus en tant que tels et que nos savoirs soient aussi perpétués, quels que soient les temps. Nous avons besoin de mettre aussi sur une table qui s'appelle le système éducatif nos savoirs, les écrire et les transmettre de génération en génération. Eh bien, voilà, ça allait très vite. On arrive au terme. Merci Toleta Nemia Bishop. Et merci Ambroise Kamonji d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose d'accueillir, avant la fin de cette émission, Chavi. Bonsoir Chavi. Hey, bonsoir Falaï, ça va? Bonsoir à tous. Tu étais avec nous, non? Oui, pas trop. C'était très intéressant, j'étais en train de songer à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Évidemment, quand on parle des peuples autochtones, on pense à l'Amérique du Nord, aux Amérindiens, ils nous ont tous passionnés évidemment. Et la question, la première, est celle-ci, elle est triste certes, mais en 500 ans, quel pourcentage des peuples autochtones d'Amérique du Nord a été anéanti par la colonisation européenne? Est-ce que petit A c'est 50%? Est-ce que petit B, c'est 70%? Est-ce que petit C, c'est 90%? C'est vous qui jouez. On se lance.
On fait plouf-plouf au J'ai hasard. pas le... mais je peux dire que c'est au-delà de 50%. 70 on pense 70 peut-être. Ambroise 90 pour moi. 90, Moi, je Falaï dirais 70 aussi. 90 Ambroise, notre ami, Ah oui, donc, clairement. qui gagne. C'est une triste bonne réponse. 90% donc, de la population Oui, j'ose pas dire 90 parce amérindienne que ce décimée, serait bien sûr, aujourd'hui en réserve et qui se reconstruit petit à petit avec les difficultés qu'on lui connaît. Une question peut-être où là où vous n'aurez pas la réponse. Comment s'appelle la population autochtone de l'île du Japon ? Il y avait, avant les Coréens et les Chinois, une population sur cette île. Est-ce qu'il s'agit petit a des Inuits, petit b des Aïnous, petit c des samouraïs? Samouraï. Non. Moi, je dirais Aïnous, parce que Oui, je ne sais oui. pas ce que c'est. Aïnous. Oui, je Par, crois pareil. J'ose pas, je connais pas trop, j'ai pas... On part sur les Aïnous. Oui, je crois que c'est ça. Si vous avez l'occasion de taper ça sur Google Images, les Aïnous, d'ailleurs, les samouraïs se sont inspirés pour leurs armures des tenues de ces Aïnous qui ont été, hélas, aussi décimés. Il en reste quelques-uns. Population autochtone, donc, du Japon. Ouais, carrément. Et ils sont très beaux, en plus. Ils ont des belles tenues. Dans quel océan se trouve l'île de North Sentinel? Le peuple autochtone refusant tout contact avec l'extérieur. Vous connaissez cette île, ce peuple des Sentinelles? Est-ce que c'est petit A dans l'océan Pacifique, petit B dans l'océan Atlantique, petit C dans l'océan Indien? On a longtemps essayé de les évangéliser, on a essayé de passer les voir. À chaque fois, c'est une pluie de flèches qui s'abat sur tous ceux qui vont là-bas. Et depuis, le gouvernement près de l'île a décrété qu'il ne fallait plus aller les embêter. Alors, océan Pacifique, Atlantique ou Indien? Allez-y, je vous laisse Pacifique. les invités. Pacifique C'est pour indien. vous. Côté Indien pour vous. Indien, Et d'accord. le sans faute d'Ambroise, on peut l'applaudir bien fort, notre sans ami faute. aujourd'hui, c'est dans l'océan Indien. On salue les sentinelles qui n'ont sûrement pas à la télé pour nous regarder. Bon, mais super, ben merci, Merci à en tous. tout cas, Bah, tant mieux, en tout cas. Chavi. Merci encore à nos invités. Oui, merci. Et quant à nous, on se retrouve mercredi prochain et je vous souhaite une excellente soirée.